Je vous propose aujourd'hui de visiter virtuellement mon home studio. Peut-être êtes-vous comme moi et cherchez-vous et adorez-vous trouver sur Internet des descriptions de home studio, essayer de découvrir des idées ou des solutions auxquelles je n'ai pas pensé. Parfois, évidemment, on trouve de très très beaux home studios qui font rêver, comme celui-ci. Mais là, il s'agit évidemment, vous l'avez reconnu, d'autres moyens que les nôtres. Alors un home studio, quand j'y pense, moi évidemment, je pense à mon premier home studio d'il y a 40 ans, avec un 4 pistes cassette, un synthétiseur Poly 800 et un MS-20, et puis mon premier ordinateur musical, un CX5M2 Yamaha sous MSX-DOS. Voilà, donc un home studio, ça évolue au fil des années, on y réfléchit, on le perfectionne, on y pense, on se demande comment on va l'installer, etc. Et moi, mon home studio d'aujourd'hui, il ressemble à ça. C'est beau, hein. Alors, il est tout récent, hein, il a un peu plus d'un an et demi, hein, à l'occasion de mon déménagement vers cette maison. Je vous propose de faire un petit tour et de passer derrière le mur, d'aller dans la pièce qui jouxte le home studio. Voilà, on voit ici 5 ordinateurs, 4 qui concernent mon studio, le cinquième c'est pour la cuisine au-dessus. Donc il y a l'ordinateur principal et 3 ordinateurs esclaves dont je vais vous parler tout à l'heure. Ici nous voyons donc la partie réseau de la maison et du home studio. Tous les câbles réseau de la maison arrivent ici et sont tous regroupés ici. Donc vous voyez qu'il y a la box et qui fait routeur aussi. Il y a un switch 16 ports, des 3 switches 5 ports, et ici une baie de brassage. Et ici le NAS, où la famille stocke ses photos, ses documents importants, les films, les séries, etc., qui est un petit NAS constitué de 4 disques de 4 Tera. Le choix pour cette nouvelle maison qui n'avait aucune connexion réseau dans les pièces a été d'utiliser un câble tout récent qui s'appelle le câble grade 3S. Donc on va passer par... On voit le réseau, comment il se présente. Donc je vous parlais du câble utilisé qui est du câble grade 3S ou grade 3 TV. Donc c'est un câble un petit peu particulier puisqu'il est bien plus performant que les câbles habituels, même les plus performants, même plus performant que le catégorie 7. Donc il est constitué il a notablement 3 paires très haut débit et une paire dédiée à la vidéo et qui est capable de véhiculer même le signal d'une tête satellite. Si on utilise tous les fils pour l'informatique, il autorise jusqu'à 10 gigabits avec des câbles avec des connecteurs, je veux dire, de catégorie 6 ou 7. C'est donc un débit plus important que la fibre optique habituelle. Donc l'intérêt de ces câbles, c'est qu'on peut y faire passer de la vidéo et du réseau simultanément, en perdant un petit peu de débit, qu'on peut y faire passer le téléphone aussi, ce qui fait que dans la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des prises réseau, des prises antennes, des prises téléphone. Il y a un seul type de prise, un seul type de câble, et grâce à la baie de brassage que vous avez vue tout à l'heure, il est facile d'envoyer n'importe quelle chose d'un endroit vers l'autre et c'est vraiment très performant comme solution. Alors, il y a quelques inconvénients. C'est un câble qui n'autorise pas de liaison de plus de 45 mètres. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pour le résidentiel et pas tellement pour l'entreprise. Et que si on veut faire comme ça, c'est-à-dire pouvoir brasser, eh bien il faut que toutes les prises soient reliées à un point central. Et donc, même si c'est une petite maison,
Ça finit par faire du fil, hein, et moi j'ai dû acheter 2 bobines de 100 mètres pour équiper cette maison. Il faut dire que la plupart des pièces ont au moins 2 prises réseau et parfois plus. Pour passer de la salle des machines vers le studio, eh bien, il y a un trou, hein, tout simplement dans le mur, pour passer tous les câbles écran, USB, etc., qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces ordinateurs. Alors, mes ordinateurs esclaves sont installés comme ceci. Alors, il faut dire que ces ordinateurs sont des ordinateurs un petit peu de récupération, soit des pièces récupérées ici ou là, soit des pièces achetées d'occasion. Tous sont équipés de processeurs i7 et de 16 Go de RAM, avec des performances plutôt variées, hein, selon le type de i7. Donc sur ma première machine esclave, hein, en général, à l'intérieur de Vienna Ensemble Pro Server, dont je parlerai en détail tout à l'heure, hein, j'ai 4 instances. Hein, donc c'est mon kit symphonique de base, hein, qui est fait autour des nouvelles versions de Vienna, hein, les volumes 1, 1+, et 3 en ce qui me concerne. Donc 45 anneaux MIDI, assez peu de ports audio puisque le mixage et le positionnement des instruments est fait en interne en quelque sorte, avec les réverbérations à convolution qui sont mises directement dans Vienna. Voilà, donc là, pour faire tout ça, 45 instruments, eh bien, on se rend compte que chez Vienna, ils sont très habiles, puisque la mémoire utilisée est seulement de 6 Go. En revanche, la consommation de processeurs est notable, et donc je ne pense pas qu'il faille ajouter trop d'instruments si on veut que ça continue à fonctionner. La deuxième machine, c'est ma machine esclave la plus puissante, puisqu'il y a 12 cœurs logiques dans le i7. Donc il y a seulement 2 players contact et 15 instruments. Et donc là, cette fois, les sorties audio sont séparées, hein, puisque Vienna Ensemble Pro Server permet tout à fait cela. Hein. Beaucoup de ports MIDI et beaucoup de sorties audio. Je crois que c'est 128, enfin c'est énorme. Hein. Voilà, et on voit qu'avec si peu d'instruments, la consommation de RAM est énorme. Et ça reste le problème, hein, de Contact, qui est un player vieillissant, qui ne gère pas aussi bien que les players modernes la RAM et la puissance de calcul. La troisième machine, je ne l'utilise pas toujours. Souvent, eh bien, j'ai le kit symphonique autour de Iconica et de Alionsonic S3. Donc pour que ça marche et pour pouvoir mettre autant d'instruments, je suis obligé de régler le preload à une valeur élevée, hein, 9000 mégaoctets, hein, ce qui est élevé. Donc là aussi, les sorties, il y a assez peu de sorties audio, puisque l'instrument propose un système de positionnement de micro, etc. Parfois, sur cette machine, c'est un kit Est-Ouest que je fais tourner selon mon envie et mes besoins. Voilà. Donc, la question des clés de licence, pour ne pas être obligé d'aller de l'autre côté, gérer tout simplement avec des petits hubs USB achetés chez AliExpress, hein, à 1 ou 2 euros, qui me permettent, lorsque je veux faire tourner par exemple Vienna sur ma machine principale ou Iconica sur ma machine principale, ce qui est toujours plus pratique, en particulier pour fabriquer les expressions MAP, eh bien, ça me permet de changer la clé de licence de machine très, très facilement, sans devoir me déplacer. En ce qui concerne les 3 machines esclaves, je les pilote avec un seul clavier et une seule souris, comme s'il s'agissait finalement d'un seul ordinateur avec 3 écrans, grâce à un freeware qui est tout à fait performant, qui s'appelle Input Director, dont vous voyez les captures d'écran ici. Donc la seule chose à noter par rapport à l'utilisation de Input Director, c'est que les machines que l'on veut piloter doivent avoir une adresse IP fixe. Donc il faut
faire attention et donner à chacune des machines esclaves une adresse IP fixe qui ne se trouve pas dans la plage DHCP du serveur, du routeur. Hein, et donc, c'est facile de vérifier et de choisir une adresse IP qui ne se trouve pas dans la plage de distribution automatique des adresses IP. Donc, l'ordinateur principal, lui, a 3 écrans qui se présentent comme ceci. Donc évidemment la configuration peut changer selon les besoins et les fenêtres dont on a besoin, mais voilà une solution typique. En ce qui concerne ce qui se trouve devant ces écrans, eh bien il n'y a rien d'exceptionnel, un clavier, une souris, un clavier musical, une petite mixette MIDI pour envoyer des contrôleurs si on ne veut pas les dessiner dans le logiciel. La fameuse télécommande Steinberg, qui est vraiment un formidable outil, malheureusement très coûteux, mais vraiment un formidable outil pour enregistrer l'automation, pour se faire le transport, etc. Ici, une petite mixette MIDI qui me sert juste à piloter le total mix de ma carte son RME pour ne pas être obligé de perdre le focus sur le logiciel que je suis en train d'utiliser lorsque je veux modifier le volume de sortie de ma carte son. C'est vraiment pour le confort. En revanche, ce qui a vraiment changé complètement ma productivité, c'est ce clavier qui est un clavier supplémentaire et spécifique qui est un clavier programmable. Donc on peut à chaque touche attribuer une séquence de touches et ça a complètement changé ma productivité et parce que du coup pendant le travail sur Cubase j'ai beaucoup moins besoin de dérouler des menus, d'ouvrir des fenêtres, etc. Donc on voit que les choses qui servent le plus souvent, vélocité plus 10, moins 10, contrôleur 1, 2 ou 11 plus 10, moins 10, octava alta, octava bassa, legato on, legato off, refermer tous les dossiers, ouvrir tous les dossiers, faire disparaître les tracklines ou les faire apparaître, changer d'outil pour la souris, tout sélectionner, tout désélectionner, CTRL Z, quantiser. Voilà, aussi ça ce sont des raccourcis pour passer d'un preset à l'autre au niveau des laines pour le key editor. Et donc ça c'est vraiment très pratique, c'est beaucoup de temps de gagner. Aussi pour ouvrir et fermer les fenêtres de plugins, c'est assez étonnant, un certain Show Hide plugin n'est pas disponible dans les menus, il n'est disponible que sous forme de raccourci clavier. Et donc pour programmer ce clavier, j'ai choisi des raccourcis clavier qui ne risquent pas de me manquer parce qu'ils sont quasiment infaisables facilement avec le clavier habituel, ce qui me permet de ne pas me confisquer des raccourcis clavier qui pourraient être pratiques dans un autre cas. Peut-être qu'il faut faire une petite allusion à la problématique des vidéos qui nous sont livrées lorsqu'on fait de la musique pour l'image. Parfois, nos chers monteurs ne pensent pas trop à nous et au lieu de nous faire un fichier proxy, c'est-à-dire une version allégée du fichier, juste suffisante pour bien voir et pour pouvoir faire la musique, ils nous envoient des fichiers sources qui sont parfois dans des codecs très lourds et difficiles à lire pour notre machine. Et même si Cubase les lit, ça peut le ralentir et gêner la fluidité du travail, ce qui est dommage. Donc il y a cette solution chez Blackmagic, une petite carte qu'on va ajouter à notre ordinateur et sur lequel on va brancher un écran et qui va pouvoir, de manière hardware, lire des codecs difficiles comme le ProRes 444 ou des choses comme ça. Des codecs qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Et du coup, ça ne va pas prendre de puissance au microprocesseur, puisque c'est cette carte qui va se charger de la décompression de manière hardware. Lorsque cette petite carte est dans l'ordinateur, elle apparaît ici, et il suffit de la choisir.
pour que la vidéo sorte vers cette carte dans Cubase. En ce qui concerne les périphériques, eh bien, il n'y a pas grand-chose finalement, hein. Nous sommes dans un studio très très virtuel, une carte son RME, des patchs qui permettent de brancher des entrées et des sorties différemment que l'usage courant. Là, ils sont câblés droit, hein, donc rien n'est branché. Des interrupteurs électriques, car moi je ne suis pas pour laisser allumer des machines qui ne servent pas du tout pendant plusieurs heures, hein. Donc il y a différentes zones de boutons pour que qui correspondent à mes besoins. Ici, un outil d'analyse audio dont je vous parlerai dans un instant. Ici, un ampli casque. Ici, un préampli micro. Ici, un convertisseur digital analogique et analogique digital. Si j'ai besoin de dépasser les 8 entrées, 8 sorties que m'offre la carte son RME. Et ici, une carte son, je dirais, de secours que j'utilise de temps à autre, éventuellement sur une machine esclave pour des travaux particuliers. Qui est une carte son très performante, mais qui n'offre pas la versatilité de du Total Mixer des cartes son RME. En ce qui concerne ce périphérique d'analyse, eh bien, au plafond de mon studio, hein, j'ai un micro étalon qui est relié à cet appareil, qui me permet de voir le niveau auquel je travaille, qui m'a permis aussi, par tâtonnement, en envoyant un bruit blanc et en regardant ce qui se passe, de positionner les mousses au mur de mon home studio, de manière à obtenir une courbe de réponse à peu près plate, hein, de manière à ne pas me trouver avec un mixage qui compenserait les défauts de mon studio et qui, lorsqu'on l'écoute ailleurs, serait pas du tout conforme à ce que j'ai entendu ici. Maintenant, il faut que je vous montre rapidement comment ça marche, l'utilisation des ordinateurs esclaves. Vous allez voir que c'est très facile et ça ne change pas grand-chose à nos habitudes. Donc ici, je choisis comme plugin Vienna Ensemble Pro, qui est en fait un simple outil pour se relier à un ordinateur esclave. Je fais apparaître les ordinateurs esclaves et on voit les instances qui sont ouvertes dans chacun des Vienna Ensemble Pro. Donc ici, par exemple, je choisis l'instance Iconica de la petite harmonie. Donc voilà, je suis connecté et maintenant, il suffit que j'envoie la sortie MIDI de ma piste vers ce plugin qui va l'envoyer à l'instrument esclave et qui va renvoyer le son vers la console de mixage de Cubase. Donc si je change de canal, je vais atteindre un autre instrument de cette instance. Voilà, vous voyez, c'est pas difficile du tout. Et vraiment, l'intérêt, c'est que la machine locale, n'ayant pas à utiliser son processeur, ni sa RAM, ni ses accès disques pour faire marcher ses instruments, eh bien, c'est que la machine locale est très souple. Elle n'est pas du tout surchargée, même si on a des gros kits d'instruments. L'intérêt aussi, c'est que quand on change de projet, on n'est pas obligé de refermer les instances des instruments, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps puisqu'il n'y a pas à recharger tous les instruments et ça peut, sur des gros kits comme ceux-là, ça peut prendre une bonne dizaine de minutes, même sur des machines très rapides. Voilà, je crois que vous avez tout vu en ce qui concerne mon petit home studio. J'espère que ça vous a intéressé, amusé et que ça va vous donner des idées pour le vôtre. À bientôt.